Opinion, un rendez-vous hebdomadaire le samedi entre 11h15 et 12h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci une fois de plus de votre confiance. Merci une fois de plus d'être branchés sur les fréquences de Radio Sud-Est, 89.3 FM et www.radiosudest.com sur Internet. Merci également de votre confiance et d'être branchés également sur notre entretien consacré aux élections à la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, avec nous, Daniel Groma. Daniel Groma, qui est tête de liste du mouvement des travailleurs du peuple sans voix. Que nous recevons Daniel Groma, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Et avec nous, comme d'habitude, pour animer cette émission, Dani. Dani, bonjour. Bonjour Dani, bonjour Monsieur Groma et puis à tous nos auditeurs, bien entendu. Bonjour. Alors, Monsieur Groma, est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter votre mouvement? Oui, je vais commencer par me présenter. Daniel Groma, j'ai 55 ans et je travaille dans une collectivité de Martinique. Notre mouvement est né depuis 3 ans. C'est José Canor qui en est le président. Il a décidé ainsi qu'il fallait continuer la lutte que nous menons tous les jours dans les collectivités auprès des travailleurs. Et il m'a dit, écoute Daniel, on n'a pas été assez loin, même si on a gagné en matière de titularisation et de conditions de travail. Aujourd'hui, il faut aller plus loin parce que cette collectivité aura plus de responsabilités et surtout concernant les communes. Et il m'a dit, bon voilà, on a décidé ainsi, tu vas mener ce combat-là. Et voilà, le mouvement est né, enregistré, prêt à partir au combat pour les jours à venir. Très bien. Oui, Dani. Qui va s'occuper de la CGTM-SOM si vous faites de la politique? Je ne suis plus à la tête de la CGT-SOM depuis janvier 2015. Nous avons fait notre congrès au Grand Cabaret du Pape Floal. Et c'est José Canor qui en est le secrétaire général. Donc je suis secrétaire général uniquement à Fort-de-France. La chambre syndicale qui regroupe 42 syndicats, je ne suis plus le patron, c'est José Canor qui en est le patron. Bon, vous aurez quand même du mal à vous faire enlever cette étiquette de syndicaliste. Oui, mais je ne me cache pas l'étiquette de syndicaliste. Je suis syndicaliste. Tout le monde me connaît comme syndicaliste, comme militant. Je resterai militant. On ne peut pas se séparer comme ça de 35 ans de lutte. Je resterai toujours militant. Mais pour vous, on peut faire la part des choses entre homme politique et syndicaliste. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que quand on m'appelle sur les plateaux, on n'a pas invité le syndicaliste, mais l'homme politique. Pour parler de son programme. Je ne suis pas syndicaliste, là, même si l'étiquette me colle, c'est normal, mais non, il faut faire la part des choses. Là, je me prépare à aller au suffrage des Martiniquais, le suffrage de ceux qui souffrent, surtout. Et moi, je crois aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Peut-on véritablement séparer la chose syndicale et la chose politique? Tout est politique, même le pain que nous achetons tous les jours. Je crois aujourd'hui c'est quelque chose de tout à fait normal que le syndicaliste puisse essayer d'aller plus loin pour porter les revendications des sans-voix, de ceux qui souffrent un peu plus loin. Donc je pense que c'est lié. Alors on va parler à l'homme politique, au mouvement des travailleurs et des peuples sans voix de Martinique. Est-ce qu'il y a une philosophie, une ligne de conduite de ce mouvement politique? Absolument. Notre ligne de conduite, c'est de ne pas appartenir aux partis politiques existants. Point 1. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être affilié aux autres partis politiques. Et c'est pour cela, d'ailleurs, beaucoup de journalistes nous ont posé la question, pourquoi pas Joachim Arnaud? Mais la réponse est claire. Madame Joachim Arnaud fait partie de Combat Ouvrier, qui est une parti politique. Donc aujourd'hui, comme le président José Canor a dit, pas d'affiliation aux partis politiques existants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes un mouvement libre. Nous n'avons pas d'étiquette politique parce que nous sommes dit la faim et la souffrance n'ont pas de couleur politique. Quand on a faim, quand on n'a pas un euro pour vivre, quand on a son toit qui coule, quand on n'a pas de pension, on n'a pas de couleur politique. Qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, on souffre et on a faim. Et puis c'est tout. Autrement, oui, Dani, mille excuses. Alors, vous allez conduire cette liste en compagnie de Marie-Josée Carnier, José Canor, Karine Jean-Baptiste Le Chertier. Alors, est-ce que vous dites comme certains qu'il y aura des têtes qui seront des têtes de section? Si oui, sur quelle section? Alors oui, puisqu'on va rien cacher à Radio Sud-Est, on va tout dire, on est là pour dire la vérité. Alors, tout d'abord, Daniel Groma sera dans le centre, Fort-de-France est autonome, donc sera dans le centre. Ensuite, on va retrouver dans le Grand Sud José Canor, le président du mouvement. On va trouver dans le Nord Atlantique Marie-Josée Carnier. Et dans le Nord Caraïbe, on va trouver M. Luc Otardier, à la place de Mme Le Chertier.
Parce qu'on a voulu mettre à côté de nous quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est pollution. Et M. Outardi, c'est un monsieur qui travaillait à l'ARS comme responsable. Et il a tout travaillé sur la lutte antifactorielle, il a travaillé sur le chikungunya, il travaille sur d'autres dossiers. Donc on a voulu quand même quelqu'un pour nous conseiller sur tout ce qui se passe en Martinique, surtout avec la sargasse qui arrive là et qui pourrit notre belle Martinique. Donc voilà les 4 têtes de liste: Daniel Gouma, José Cano, Marie-Josée Carnier et puis Luc Outardi. Pourquoi c'est important d'aller à l'élection pour la CTM? Oui, parce que effectivement, je disais au début qu'on a tout gagné. Moi, j'ai été un secrétaire général de la CGTM, mais heureux parce que j'ai tout gagné. Quand je suis arrivé dans les années 88, comme ça, même 88, 82, j'ai été recruté en 78 à la mairie de Fort-de-France et j'ai trouvé une situation où on pouvait appeler ça des jobs parce qu'on touchait à peine de ce temps-là, c'était le franc. Moi, j'ai touché 1700 francs dans ce temps-là. Et puis, il n'y avait pas de statut. On ne disait pas agent territorial, on disait des agents municipaux, quoi. Il n'y avait rien du tout. Et quand je me suis mis au combat un petit peu plus tard, dans les années 80, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire là parce que c'est difficile et est-ce qu'on pourra se faire entendre? Et puis aujourd'hui, quand on voit le chemin qu'on a fait, avec toute cette titularisation, je me dis qu'on a gagné ce terrain-là. Mais on n'a pas été encore assez loin parce qu'aujourd'hui, les collectivités vont souffrir. Pourquoi? Parce que la dotation globale de fonctionnement va prendre un coup. Et ça a déjà pris un coup parce que l'État se désengage. L'octroi de mer a pris un coup. La taxe professionnelle, c'est les collectivités d'agglomération qui reçoivent la taxe professionnelle. Tout ça fait aujourd'hui que s'il n'y a pas le porte-parole des travailleurs pour dire voilà ce que nous voulons faire pour aider les collectivités, il y a des collectivités qui ne sont pas dans le débat politique, qui ne sont pas prononcées, qui vont pas du faire. Donc on veut justement être là pour dire voilà, toutes les collectivités, les 34 communes de la Martinique ont les mêmes droits, parce qu'on connaît comment ça fonctionne en Martinique. Tu es mon copain, tu es mon ami, tu es sur ma liste, tu vas manger bien. Tu n'es pas sur ma liste, tu ne vas pas manger bien, tu as des problèmes. Donc on veut quand même garantir aux employés de la territoriale, qui sont plus de 15 000 personnes, on sera là, on essaie en tout cas d'être là pour jeter un œil, pour dire notre place est aussi dans cette collectivité, pour jeter un œil et garantir aux agents territoriaux le bien-être de tous les jours. Alors, sans vouloir remettre en question les causes justes que vous avez pu défendre pour les travailleurs, vous pensez que vous vous êtes fait plus d'amis ou d'ennemis pendant toutes ces années? Je n'ai aucun maire comme ennemi. Je parle avec l'ensemble des maires. Je n'ai pas de problème en Martinique avec les maires. Les maires ont compris. On parle de tous ceux qui ont pu être impactés par les mouvements. Oui, mais moi j'étais... Vous savez, il y a des réactions. Vous avez pu voir peut-être des réactions tout de suite. Celui qui menait les grèves pour les parents, quoi, qui réagissent. Les grèves des municipaux et tout. C'est vrai les convaincre. C'est vrai qu'il fallait partir au combat pour sortir les employés communaux de la précarité. Ces gens-là n'avaient pas de quoi vivre. Ces gens-là étaient logés sans rien du tout. C'était des salaires de misère qu'ils avaient. Et il y a un statut, depuis 1983, la loi Le Port, qui dit que tous les postes de la fonction publique territoriale doivent être occupés par des fonctionnaires. Les mains ne titularisaient pas. Il n'y avait pas de plan de titularisation. Et nous avons mis en place des plans de titularisation à coup de combat. Il fallait lutter, il fallait bloquer les cantines, bloquer les écoles. Oui, les gens ont souffert, mais les maires ont compris qu'ils avaient intérêt à mettre en place des plans de titularisation pour régulariser la situation des agents territoriaux. Mais oui, on n'a pas eu que des amis, mais les maires ont compris. Et aujourd'hui, dans les 34 communes, il y a 34 plans de titularisation et les gens sont titularisés. Donc, vous avez raison de dire qu'on n'a pas fait que des amis, mais à l'arrivée, qui n'a pas un frère, un beau-frère, une belle-sœur qui avait dans une collectivité et qui aujourd'hui a un salaire normal? Alors, quand certains disent que la lutte syndicale de 2009 a été un échec, pensez-vous que c'est vrai et que justement, c'est la raison pour laquelle il faut passer en politique? Ça me rappelle 2009 parce que je vous ai vu avec beaucoup de comme sur vous en 2009 pour battre le soleil parce qu'il faisait chaud en 2009. Non, le peuple de Martinique a parlé en 2009. Il n'y a pas que des syndicalistes. Il y avait dans la rue des personnes âgées. J'ai vu des personnes sur des béquilles en 2009. Il y avait des étudiants.
Il y avait monsieur tout le monde pour dire que on va où? On ne peut plus vivre dans ce pays-là. Et il fallait faire quelque chose. Et si ça a duré autant de jours, c'est parce que justement, les gens, les personnes qui étaient dans la lutte, des milliers de personnes, pensaient que ça allait changer. Sauf que les profiteurs sont toujours ces profiteurs et qu'ils ont pris le bon côté de cette mobilisation pour être encore plus riches, et puis de l'autre côté, les autres sont plus pauvres. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement comprendre que cette lutte avait le mérite d'être vécue et ça sera plus grave demain. Parce que on vit sur une poudrière. La Martinique, c'est quoi? C'est des jeunes qui n'ont pas de lendemain. C'est 40% de jeunes qui ne savent ni lire ni écrire. À 30 ans, 25 ans, ils ne savent ni lire ni écrire. C'est des jeunes qui, par aussi, l'autre côté, qui ont un master, qui ont une licence et qui doivent faire du travail, qui refusent de laisser leur île. Parce que là, dans un morceau de terre en Martinique, on ne peut pas quitter. Hein. Pour aller vivre à 8000 km. Puis à 8000 km, ils sont exploités en plus. Donc tout ça fait que 2009 n'a pas porté tous ses fruits parce qu'il y en a qui se sont servis de cette mouvement de protestation pour engranger des bénéfices. Maintenant, je ne sais pas pour demain parce que je pense que ça sera pire demain. Bon. Sauf si vous êtes là, à la CTL. Alors justement, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce qui se passe actuellement dans les collectivités, que ce soit régionales ou départementales, les choses que vous ne digérez pas parmi... Ouais, ce qui me fait mal surtout, c'est de voir des gens sans lendemain. Vous avez vu, cette semaine, on a eu un coup de ciseau à Trinité, et puis un meurtre à Montgérald. Et la violence, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, mais les petits jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. D'un côté, on voit un TCSP qui a coûté près de 350 millions et plus encore. 350 millions, je ne dis pas 350 000 euros, 350 millions d'euros. Le kilomètre nous a coûté excessivement cher. Il y avait moyen de mieux faire pour vous? Moi, je pense que... Faire autrement. Oui. Moi, je pense que simplement, il fallait quand même réfléchir un peu et se dire, bon, écoutez, on ne peut pas être... pour 3 ou 4 communes, et puis c'est discriminatoire aussi. Pour 3 communes, par la sélection n'est même pas dedans. Pour 3 communes, on dépense près de 380 millions d'euros, et puis de l'autre côté, les autres communes sont laissées à eux-mêmes, sont livrées à eux-mêmes, avec un transport qui laisse à désirer, ou bien pas de transport du tout pour certaines communes. Et de l'autre côté, des gens qui crèvent de faim. Attendez, on a 380 millions d'euros, on ne pense pas à ceux qui ont leur maison avec des bâches de depuis dignes, on ne pense pas aux jeunes qui ne travaillent pas, on ne pense pas aux gros projets pour de demain, puis on dépense de l'argent, puis alors quand quelqu'un en Martinique a fait demain, il va aller bouffer un morceau du TCSP pour vivre. Mais quand on va où là, de ce pays-là? On peut pas rester sans foi dans ça. On peut pas continuer à dire, eh bien oui, si Goma est demain matin, il va continuer le TCSP. C'est faux, et ce n'est pas normal de dire ça. Moi je dis, si demain je suis élu à la région, on va dire, ok, on marque un coup d'arrêt, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Il faut s'occuper du peuple de Martinique. Parce que je reçois du monde tous les mercredis. Je reçois du monde. Et les gens me disent que M. Goma, ouais, mais on ne peut pas tenir comme ça. Des petits vieux qui viennent me voir pour me dire, j'ai travaillé 40 ans pour un patron, il ne m'a pas déclaré. Je n'ai pas droit à la pension. Donc ce sont mes enfants qui me nourrissent. On va où? Alors, ils savent ça à la région, ils savent ça au niveau des collectivités. Personne ne dit rien. Et puis on fait comme si on est à Cannes, on est à Saint-Tropez. Mais c'est pas sérieux. Il faut se dire la vérité. Et il faut dire la vérité aux Martiniquais. Je suis là pour parler au nom des sans-voix et des gens qui souffrent de ce pays-là. Et si je suis élu demain matin, c'est ou bien il va marcher et puis nous, ou bien nous il fait là pour notre chemin. Mais il faut trouver une solution. On ne peut pas faire semblant dans un pays où les gens crèvent de faim. Alors justement, concernant vos actions, vous parlez de lutter contre le chômage des sargasses, la défense de la pêche et de l'agriculture, et puis notamment faire autre chose que la banane et la canne, surtout. Oui, écoutez, la banane et la canne est en fin de vie. Vous avez compris qu'aujourd'hui, la banane n'a pas porté que des jolies choses, hein. Avec le chlordécone qu'on a maintenant, avec le chlordécone qu'on a, la banane est responsable de la situation. La canne aussi, c'est à cause de subventions que ça tient la route. Il faut diversifier l'offre. Il faut faire autre chose. Vous avez des jeunes Martiniquais qui ont envie de travailler. Moi, je vous dis que hier, j'étais chez un Martiniquais à Bois-les-Arts, au Gros-Monde. Le gars produit 10 000 poulets tous les 2 mois. Or, il n'a pas d'eau ni d'électricité pour travailler. Personne ne l'aide. Il a fait toutes les démarches qu'il faut. 10 000 poulets qu'il produit tous les 2 mois.
Et c'est à coup de pompe qui prend de l'eau de la rivière, qui laisse un générateur pour faire de l'électricité. On a du mal à croire ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas aidé Justement, pourquoi il n'est pas aidé? On lui demande 40 000 euros pour mettre le réseau pour lui. Il faut bien qu'un gars qui nourrit la Martinique comme cela, c'est un agriculteur, qu'on lui donne un coup de main. Je peux aisément prendre 40 000 euros sur le TCSP pour aider ce monsieur qui nourrit la Martinique. Voilà la politique que Daniel Gouma veut mener dans ce pays-là. À savoir, arrêter de dire nous sommes tout jolis, nous sommes beaux et jolis, et puis il y a des Martiniquais qui veulent travailler dans leur pays, et puis n'ont pas les moyens. Donc, vous voyez, c'est absurde de dire que le gars, il continue à travailler, il continue à acheter du gazole pour mettre dans son générateur, pour nourrir ses poules, et personne ne l'aide. Il a fait des images partout dans le pays. Voilà ce qui se passe en Martinique, et souvent, il y en a qui sont dégoûtés, qui disent, bon, moi j'arrête parce que j'en ai marre de souffrir, personne ne veut m'aider. Mais voilà, des cas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, la politique m'aide beaucoup, parce que j'ai honte de la politique de la Martinique profonde. Je vais vers l'autre, et je découvre des choses, et je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas avoir la région, le département qui est là pour cela, puis des Martiniquais crèvent comme ça, parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils ne reçoivent pas d'aide. Et là, je vous dis que c'est, même si demain matin, même si on n'a pas de siège du tout, mais je vais découvrir quelque chose, c'est que cette Martinique-là mérite d'être vécue. Alors, vous avez parlé de 21 propositions donc, pour votre programme. Alors, parlez-nous-en un peu. Alors, bon, dans les 21 propositions, alors, on propose, puisqu'il n'y a pas de transparence, il y a qu'à dire où ça y est. Alors, en point 1, conférence de presse trimestrielle pour un compte au Martiniquais. Personne ne peut pas dire, c'est nous le premier qu'à dire. Donc, on se dit que une collectivité unique qui va brasser tout ça de responsabilité, il faudrait que les Martiniquais soient au courant. Et en bilingue, parce que nous avons des pépés, des mémés qui ne comprennent pas le français. Ou bien qu'ils comprennent très mal. Comme moi, par exemple, il ne peut pas comprendre. Il faut parler créole bail. Donc, il faut voter, moi. Il faut ça passe dans la collectivité. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une conférence de presse trimestrielle, langue dessous, français et créole. D'accord? Pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, conférence de presse trimestrielle pour une compte de Martiniquais. Un observatoire sur le chômage. Ça veut dire quoi, un observatoire sur le chômage? Les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas sérieux. Parce que les gens qui sont en fin de droit ou qui ne sont pas inscrits ne sont pas répertoriés. On se dit qu'il faut mettre un observatoire exécutoire. Ça veut dire on a l'observatoire et en face, on se donne les moyens pour exécuter. C'est-à-dire que devant les entreprises, on leur dit, bon, vous avez besoin de quoi pour diversifier l'offre? Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de techniciens, d'ouvriers? Il y a déjà le Pôle emploi qui est censé faire ça. Oui, mais les chiffres qu'on a, je suis désolé. Quand je reçois tous les records des travailleurs qui me disent, écoutez, M. Gouma, j'ai vu l'offre, j'ai vu il y a 200 postes à pourvoir, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire écrire. Je ne sais ni le ni écrire. Je ne peux pas postuler. Eh bien, ça va c'est là. Ce sont des Martiniquais qui sont en échec scolaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Le gars, ou bien parfois on leur dit, il y a des stages à la GEFMA, allez vous inscrire sur l'illettrise. Le gars c'est Martiniquais qui est aussi fier, il va aller à la GEFMA, vous dire je ne sais pas lire. Mais justement, est-ce que c'est pas paradoxal, M. Gouma? Vous dites justement qu'il faut leur donner un emploi. Donc, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Mais il faut qu'il soit formé, il faut qu'il sache lire, qu'il sache écrire. Mais en même temps, vous nous dites, il a son orgueil, il veut pas s'inscrire pour sortir de l'illettrisme, parce qu'il a, donc, il y a un paradoxe. Il faut bien qu'il fasse l'effort. Oui, mais je m'explique. Bon, c'est pour ça que je mets l'observatoire. Je mets l'observatoire pour aller vers eux. Je vais aller vers eux, leur dire le pourquoi se former et changer l'intitulé. Si on met nouvelle technologie de compréhension, par exemple, nouvelle mode de compréhension, ils vont aller. Donc c'est le mot illettrisme qui gêne. Attendez, nous sommes en Martinique. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, avec l'observatoire, on saura, parce qu'on va payer, on va prendre des jeunes dans la rue pour aller faire l'enquête pour nous. Au lieu de prendre de l'argent pour dépenser de l'argent inutilement, on va prendre de l'argent pour dire, bon, recruter des jeunes en CDI, pour aller sur le terrain, pour voir tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne savent ni le ni écrire, et les répertorier pour faire des réunions de travail et les mettre en formation. Donc c'est un organisme pas seulement d'observation, mais d'action finalement. Un organisme pour observer et exécuter. On va exécuter parce qu'on va passer de ce qu'on a observé et de dire, bon, monsieur, la semaine prochaine, vous venez nous voir, vous êtes en formation. Et ça, c'est important pour nous. Alors, le point va aller assez vite parce que le cours, observatoire sur la misère en Martinique. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit aux politiques, il y a de la misère en Martinique, il y a des gens qui n'ont ni eau, ni électricité, ni de WC, ni route pour aller chez eux. Je connais des personnes qui sortent de chez eux avec une bouteille d'eau, et puis, qu'ils n'avaient pas du chemin, ils se lavent les pieds pour prendre le bus.
Ça s'est passé en Martinique toujours, en 2015. Eh bien, ils ont dit, vous m'avez exagéré. Ben là, on va mettre un observatoire en place pour voir les gens qui ont besoin d'aide. On peut donner un compteur d'eau, un compteur d'électricité et réparer les maisons pour les personnes avec l'argent qui est en Martinique. Et ça, c'est possible. Il y a des entreprises qui peuvent jouer le jeu, à savoir donner des briques de petits ciments pour faire quelque chose. Ça, on pourra le faire. Ensuite, prise en charge de la sargasse. La sargasse, jusqu'à maintenant, on ne nous a pas dit quelle incidence sur la santé. Moi, j'habite dans un endroit où il y a un peu de sargasse. Mon robinet s'est cassé en deux, rongé par l'air. Ouais, c'est devenu tout noir et puis ça s'est cassé. Quand je regarde, c'est coupé en deux. Donc, si ça coupe le fer, allez voir mon estomac. Et personne n'a encore dit quelles sont les incidences sur la santé des Martiniquais. Donc, on veut savoir ce qui se passe. Une étude sur l'air, ça aussi, on le dit. Une audite sur le personnel à transférer région et département. Pourquoi? Parce que, vous avez vu ces jours-ci à grève au Conseil général? Parce qu'il y a eu des incompréhensions, simplement. Il n'y a pas eu d'études suffisamment approfondies pour dire aux personnes, n'ayez pas peur. Mais ils ont besoin d'avoir cette crainte parce qu'il y a des postes à doublure, parce qu'on ne peut pas avoir 4 DGS, 5 ressources humaines, il faut à un certain moment faire un choix. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait faire ce travail-là. Et là, je pense qu'il est encore temps d'informer les gens concernant ce qui va se passer. Ensuite, l'audiovisuel en Martinique, on souffre terriblement parce que quand on voit ce qui se passe sur les chaînes là-bas, alors qu'on paye l'audiovisuel en Martinique, et quand on voit ce qu'il y a sur les chaînes et puis qu'est-ce qu'on a chez nous, on se dit, mais écoutez, on est où, quoi? Il faut avoir l'audiovisuel en Martinique. On définit le tourisme. Quel tourisme et quel type de tourisme? Surtout qu'on a un euro quand on prend l'euro par rapport au dollar, l'euro est très important. Et on se dit, est-ce qu'un touriste a intérêt à venir? Ils disent souvent, on n'est pas accueillant, on boude tout le temps, on est enragé, et puis il nous faut porter le chapeau. C'est pas vrai. Si quelqu'un veut aller aux Antilles, on peut aller sur Dominique, parce que c'est là l'argent plus bas. Donc les gens vont aller là où ils ont des intérêts. Alors, c'est pas une histoire de sourire ou pas sourire, c'est parce que les gens ne se retrouvent pas. Et quand un touriste vient ici avec 2 enfants, il faut environ 3 000 € pour qu'il joue ici. Alors, quels atouts vous comptez donner au tourisme? Quelles raisons vous comptez donner aux étrangers de venir chez nous? Diversifier l'offre en matière de tourisme. Revoir quel type de tourisme. Remettre en place, si vous voulez, ce qui se passait ici avant. Avant, il y avait un système où le monde était planté Mognoc, était planté tout le monde, tout ça. Et c'était un truc pour attirer les touristes. Aujourd'hui, vous avez vu comment ça fonctionne. Les gens viennent, ils font des circuits hôteliers et puis ils repartent sans rien acheter. Quand vous voyez les touristes, ils viennent dans le centre, ils passent, ils regardent et puis ils s'en vont. Il n'y a rien comme offre. Parce que pourquoi ces gens-là se disent, nous, on ne peut pas aujourd'hui acheter, c'est trop cher, tout est trop cher. Donc, il faut revoir comment faire acheter les touristes, à quels moyens. L'euro, aujourd'hui, nous cause de sérieux problèmes parce que les touristes le disent franchement, mais c'est trop cher chez vous. Alors justement, vous pensez qu'au-delà donc de l'offre, c'est une véritable autre politique touristique qu'il faut mettre en place? Absolument. Il faut changer de politique touristique parce que vous avez vu le nombre de chambres qu'on a perdu dans les hôtels depuis 3-4 ans. Dernièrement Maouba et ça continue. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'offre, il faut diversifier l'offre, il faut faire autre chose. Il faut, par exemple, sur le métier de la mer, il faut faire autre chose, aller vers d'autres structures pour pouvoir appâter les touristes, puisque c'est déjà cher. Et s'il n'y a pas d'offre pour les faire venir et garder des souvenirs et nous faire de la pub, ils vont passer, ils ne vont pas revenir. Et on n'aura pas d'autres touristes. Donc il faut faire quelque chose pour les faire revenir et surtout parler de la Martinique autrement. Bon. Donc ce serait, vous avez parlé agritourisme un petit peu, c'est ça? Oui, absolument. Développer, en tout cas, donner une meilleure qualité à notre accueil, ne serait-ce que dans les infrastructures. Absolument. Il y a d'autres formes de tourisme qui existent dans le monde et qui fonctionnent apparemment, par exemple le tourisme médical. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ici en Martinique? Alors, ils ont cherché la géothermie à la Dominique. Et nous avons DJ où il y a des sources de cuivre, de l'eau chaude. Il y a eu un projet du Conseil général, puis c'est tombé à l'eau, et puis c'est comme ça. Et
Je ne sais pas si vous connaissez DJ, sur la route de Balata, vers Absalon par là. Oui. Il y a un site là où le conseil général avait déjà commencé des travaux, puis ils ont arrêté en chemin. Allez savoir pourquoi, on ne sait rien du tout. Aujourd'hui, le site est encore là, à l'abandon, mais il y a de l'eau gazeuse, il y a de la boue, il y a du cuivre, il y a de l'eau chaude. Donc, il y a des Aujourd'hui, choses à faire. le nombre de Martiniquais qui partent chaque année en cure en France, le nombre de Martiniquais qui partent aller faire des cures, on peut bien faire ça chez nous, et personne ne dit rien dessus. On se dit c'est tout à fait normal quand les gens partent là-bas. Le tourisme de santé, oui, si on met en place des structures pour ça, on peut faire venir des Caribéens, déjà au niveau de la Caraïbe, mais aussi au niveau de la France. Un Français qui a envie de venir en Martinique se soigner, puis faire quelques jours de vacances, c'est possible. Pourquoi ne pas s'orienter vers ce tourisme de santé? Sauf que au niveau du développement, on n'a rien vu. Très bien. Alors, autrement, qu'en pensez-vous du climat actuel de la campagne? C'est vrai qu'on a parlé des propositions, on a un peu parlé donc de différents points, mais la campagne actuelle, comment pensez-vous qu'elle se déroule et puis est-ce que vous en êtes satisfait? Moi, j'ai envie de voir des projets contre des projets, pas des combats de boxe. Pour faire un combat de boxe, il faut un ring et puis il faut un arbitre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on entend souvent entre les deux gros mordants de la campagne, des gens qui se tirent dessus. Moi, j'ai envie d'entendre des projets pour ce pays Martinique. Moi, j'ai envie de voir, par exemple, moi, dans notre proposition, on demande 700 € pour les gens qui n'ont rien du tout. J'ai envie de les entendre, si ça vous dit, bon, on demande 700 € pour les gens qui n'ont pas de pension du tout. Bon, il va un peu fort, mais on peut proposer 350 ou 400 €. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien. Ces gens-là n'ont rien pour vivre. Ils n'ont rien du tout. Ils ne pas à manger. Nous, on propose 700 € pour ces seniors-là. Mais j'ai envie d'entendre des projets. Pas celui-là, il y a un examen, celui-là, l'attaque pour dire au Conseil d'État de l'éloigner. Mais qu'est-ce qu'on gagne sur ça? Qu'est-ce que le Martinique a gagné si, d'un matin, la vice-présidente du conseil régional était chaotique? Ou bien l'autre côté, celui-là, mais non, ça que les Martinique ont envie de savoir, c'est l'après décembre 2015, de quelle sauce ils seront mangés. Est-ce qu'un Martinique aujourd'hui sera plus à l'aise après 2015? Sinon, les gens n'y ont pas voté. Et les 170 000 personnes qui ne votent pas vont continuer à dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voter parce que cette campagne-là, je n'ai rien entendu de concret. Et c'est pour ça que nous, on s'est détaché pour dire, on n'a pas de couleur politique. On a un mouvement pour s'occuper de ceux qui souffrent, de ceux qui n'ont pas les moyens, de ceux sans voix, parce qu'on ne veut pas ressembler aux autres qui se tirent dessus, quoi. Très bien. Ridani? Si vous deviez être écarté au premier tour, est-ce que vous auriez des consignes de vote? Le président Cano va réunir ses troupes après le premier tour et puis on va prendre une décision ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de groupe qui parle au nom des sans-voix et des gens qui souffrent en Martinique. Tout le monde veut être élu pour aller siéger dans cette nouvelle collectivité. Et surtout, vous savez qu'il y a cette comité exécutive qui ont encore des gens, il y a des places à prendre. Donc on se frotte les mains, voir qui va passer. Et personne ne va véhiculer nos propositions. Donc je crains bien qu'à notre niveau, on dit aux travailleurs, ceux qui ont voté pour nous, de faire avec la manière qu'ils veulent faire. Sauf que nous, on pense honnêtement, dans les 170 000 personnes qui ne votent pas, on ne veut même pas prendre dans leur voix. Dans les 170 000 personnes qui n'ont jamais voté, qui disent je ne vais pas voter, ils sont inscrites mais qui ne vont pas voter, je pense qu'ils vont entendre dans notre 21 propositions, parce que ça va aller en public bientôt, qui seront intéressés par nos propositions et vont nous faire confiance pour nous envoyer au deuxième tour. Sinon, on va rien comprendre dans le combat que nous voulons mener. Bon, vous avez parlé tout à l'heure d'octroi de mer. C'est un problème, l'octroi de mer, Oui. qui est menacé par l'Europe. Oui. Alors, vous avez déjà réfléchi dans votre groupe, sans doute, à une autre façon d'apporter des finances aux collectivités? Ben écoutez, de toute façon, les collectivités n'ont pas d'autre choix que de faire avec les moyens du bord. Parce que l'État français, je vous dis, sur la DGF, la taxe professionnelle, le droit de mer, va pas continuer. Et l'Europe a déjà dit, c'est discriminatoire. Pareil pour les 40%. L'Europe a déjà attaqué pour dire, attention, de quel droit un Italien n'a pas 40%, il est fonctionnaire, puis en Martinique, les gens ont 40%. Donc tout ça, aujourd'hui, va pousser à des réflexions. Nous, au niveau de notre mouvement, on pense qu'au financement des collectivités, mais par diversifier la manière de fonctionner. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Je peux vous dire que les maires ne recrutent plus. Et non seulement ils ne recrutent plus, ils font venir les entreprises privées pour faire le travail à la place des travailleurs communaux. Parce que pourquoi? Ils ont mis en place la GVT, glissement, vitesse et technicité.
Et par rapport à la GVT, ils savent combien de personnes qui partiront dans les 5 ans à venir. Et tout se passe en appel d'offres, et puis c'est les entreprises privées qui vont venir travailler, parce que les mêmes n'ont pas les moyens de s'approvisionner en tous ces matériaux, mais aussi ils n'ont pas les ouvriers qu'il faut, puisque les gens partent la population vieillit, en train de vieillir, et les gens partent à la retraite. Donc les maires vont gagner de ce côté-là, savoir ne pas recruter plus de personnes, laisser partir les gens à la retraite et faire travailler, venir les entreprises privées. Alors pour nous, ce n'est pas une bonne chose, parce que les fonctionnaires, sa retraite sort à la CNRACL qui est à Bordeaux, c'est une caisse qui paye uniquement les fonctionnaires de la territoriale et de la santé. Mais aujourd'hui, il y a deux systèmes. Le fonctionnaire cotise pour les fonctionnaires et le privé cotise pour le privé. Mais les maires n'ont pas d'autre choix. Vous avez vu en France, il y a des collectivités qui ont presque déposé la clé sur le paillasson. Il y a d'autres qui sont inquiétés. Vous avez vu le diamant, mais il y a d'autres dans le collimateur de la Chambre générale de comptes. Donc aujourd'hui, les maires sont intérêts à voir et de dire, bon, mon budget va pas pour d'un coup. Il faut qu'ils fassent attention et faire travailler les gens du privé. Hein. Ils n'ont pas de choix. Sauf qu'il y a des secteurs dans les collectivités, la crèche, la petite enfance, les écoles, il faut un nombre de personnes par rapport au nombre d'enfants. Et là, c'est inévitable, il faut qu'ils recrutent dans ce secteur-là. Alors vous avez parlé tout à l'heure justement des collectivités territoriales, des communes. En parlant maintenant du département et de la région, alors quelle analyse faites-vous de leur gestion ces dernières années? Eh bien là aussi, hein, c'est en dents de scie, parce que nous avons entendu des observations un peu partout. Nous croyons que à ce niveau-là, les élus ont fonctionné de manière très aléatoire, parce que on se dit, mais écoutez, quand on entend ce qui se passe au niveau des chiffres, il n'est pas très normal qu'on voit cette situation-là qu'on a aujourd'hui. Donc, je crois qu'effectivement, quand ça sera fusionné, parce qu'on est à moins 5 de la fusion, on ne va pas retrouver le budget du Conseil général, le budget de la région. On va trouver un budget pour l'entité qui est la collectivité de Martinique. Et à ce moment-là, je pense que ça sera encore plus critique pour ce qu'on a à faire. Hein, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'État n'est pas dû pour dire, bon voilà, je vous donne 2 budgets pour l'entité unique. Je pense qu'à ce moment-là, on devrait faire attention. Ceux qui seront à la tête de cette collectivité, en tout cas, devront bien gérer les choses pour ne pas avoir de difficultés avec la Cour des comptes. On va revenir sur quelques-uns de vos souhaits. Vous avez parlé un petit peu d'éducation. Oui. Là aussi, je suppose que dans l'équipe, il y a des réflexions sur ce qu'on pourrait améliorer. On vient de nous entendre dire que les maires, quand il y a moins d'argent, il faut rediriger la dépense, mieux la diriger, et notamment pour l'éducation. Mais concrètement, pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait un peu mieux faire? Alors aujourd'hui, vous savez, avec le mouvement. Le Martiniquais fait de moins en moins d'enfants. Aujourd'hui, il y a des écoles qui se ferment. Sur Fort-de-France seulement, il y a à peu près 5 écoles qui ont été fermées. Moi, je crois aujourd'hui que par rapport au système démographique, parce qu'il paraît qu'on vieillit très rapidement en Martinique, et on fait moins d'enfants. Donc, notre peuple diminue. Donc, moi, je pense que les bâtiments publics, il faut les récupérer. Il faut les récupérer, les bâtiments publics. Et puis, puisqu'on vieillit vite, les transformer en EHPAD ou maison pour les personnes âgées, ça crée des emplois au niveau des structures, tout ce qui est aide ménagère, aide à domicile, les gens qui aident les personnes âgées. Ça va créer des emplois, ça va amener des ressources pour les collectivités aussi. Donc, au lieu d'avoir des bâtiments fermés qui ne servent à rien, il faut simplement se poser la question, écoutez, on peut donner ça à des structures privées qui va l'aménager avec des fonds européens, parce qu'elle aide pour les personnes âgées, puis à ce moment-là, ça crée des emplois et ça porte des ressources pour les collectivités. Justement, oui, Dani. Bon, non, j'ai eu une autre réponse. Je n'ai pas eu vraiment une réponse sur l'éducation. L'éducation au niveau des écoles. Oui, pour les écoles. Écoutez, l'éducation au niveau des écoles, je pense que là aussi, il y a un travail à faire sur quel type d'éducation pour nos enfants. En tout cas, quand le ministre a pris la décision de mettre en place de changer les rites scolaires, parce que, soi-disant, il n'y avait pas assez de bacheliers au niveau des écoles françaises. Moi, je crois là aussi, ça n'a pas porté grand-chose. Pourquoi? Parce que vous avez, et on l'a dit, hein, des enfants fatigués,
très fatigués parce qu'ils vont aller à l'école soit le mercredi, soit le samedi. Et le système d'éducation pour les faire découvrir autre chose n'a pas suivi. Donc souvent, vous avez des groupes d'enfants qui sont là, qui n'ont pas d'animateur, qui n'ont pas de personnes pour les prendre en charge. Donc ils sont là le samedi ou le mercredi, et puis il n'y a rien en face. Donc il y a des communes qui ont trouvé un système pour les faire. Il y en a qui apprennent la portail, il y en a qui apprennent le damier, le belay, mais il y en a qui n'ont rien du tout. Donc ça aussi, le système éducatif, il faut, je pense, en Martinique, un système éducatif martiniquais. Alors, et c'est pour ça que j'y viens sur le drapeau martiniquais, parce que souvent, on s'est calqué sur le modèle français. Peut-être en France, il y a des gens à l'échec scolaire, mais quand on regarde le tableau des bacheliers en Martinique, on ne diminue pas. On augmente le nombre de bacheliers chaque année. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas trouver autre chose avec nos 4 députés, nos 2 sénateurs, pour dire, écoutez, nous sommes d'accord qu'il y a des échecs, mais chez nous, on fait autre chose pour le système éducatif en Martiniquais. Et on ne les a pas entendus dessus. Hein. Moi, j'attends toujours que j'ai entendu l'UL, mais je n'ai pas entendu nos 4 députés et nos 2 sénateurs sur le système éducatif en Martinique. Il faut qu'ils se prononcent. Je suis ni sénateur ni député, mais on ne les a pas entendus sur... On est monté au créneau avec les parents d'élèves pour dire, mais attendez, vous faites quoi là? On ne pourra pas s'en sortir avec le cours le samedi ou le mercredi. Les parents ne pourront pas assumer, mais aussi les agents vont crever et les enfants aussi sont fatigués. On ne les a pas entendus. Donc ça aussi, le système éducatif martinique, il faut le revoir de fond en comble. D'accord. Oui. Alors, maintenant, parlons de la jeunesse. On a parlé de nos aînés, on a parlé des scolaires. Justement, ils sont confrontés, elle est confrontée, cette jeunesse, de plus en plus à la violence, de plus en plus à l'oisiveté due au manque d'emploi et de formation. Que proposez-vous justement à cette jeunesse, à ces jeunes qui sont de plus en plus désorientés? Oui. Vous savez, ça fait joli de dire ça, surtout pour les hommes politiques. Ils parlent souvent de la jeunesse, voilà, mais c'est à chaque élection qu'on pense à la jeunesse. Hein. Mais dans chaque coin de rue, dans chaque commune de Martinique, il y a des petits clans de jeunes, on les voit parfois, partout assis devant un libre-service, assis dans un petit coin, et puis ils sont là, et puis ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont livrés à eux-mêmes. Moi je crois, cette jeunesse-là, il faut, on l'a dit au début... vous allez la voir aussi? Si. Je vais vous étonner, mais par exemple, dans ma commune, puisque je suis dans une commune, je connais, pratiquement les jeunes, quand ils me voient passer, bah quoi ça on fait? Bonne nouvelle, ou une check là, bah quoi? Mais je suis avec eux, je comprends leur désarroi, hein, parce que moi, un jeune qui... Moi, j'ai 4 enfants. Si ma fille qui a son bac n'était pas partie là-bas, elle n'allait pas travailler, quoi. Dans des familles comme ça, sur 4, on trouve 3 enfants qui vivent là-bas. Et moi, je me dis qu'il n'y a rien de fait ici pour ce jeune-là. Moi, je crois aujourd'hui, il faut simplement aller vers eux. Moi, je pense que si demain je suis à la collectivité unique, je vais mettre en place des structures pour aller vers eux, pour leur dire, mais ce n'est pas une fatalité aujourd'hui. Il faut revoir votre position. On est là pour vous aider. Et dites-nous ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, on va vous aider à vous en sortir. On ne peut pas laisser les jeunes comme ça, et puis après, c'est coup de physique à partir, et puis coup de ciseaux, mais c'est pas sérieux. Alors, il y a un désengagement des hommes politiques. Mais je le dis franchement, je pense ce que je dis, ils se sont désengagés, ils sont déconnectés de la réalité. Et ils sont là uniquement quand, en période d'élection, pour dire, bon voilà, on a fait ci, on a fait cela. On a fait cela. Ils sont déconnectés parce qu'ils passent pas voir les petits jeunes. Mais c'est quand il y a un olélé, on les voit du haut de leur balcon, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il faut aller vers eux et leur dire, bon, on nous parlait. Pour tu là? Pour tu parler sortir là où il est là? Qui ça m'a fait puis où? C'est ça qu'il faut leur dire. Le gars qui vend ces petits paquets, mais il est aux aguets pour voir si la police ne débarque pas. On va le voir, on lui dit, bon écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parmi eux là, vous avez des masters, des licences, mais aussi des artistes. Des gens qui savent dessiner, qui ont leur main à eux. Et puis, ils sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'atelier, ils n'ont pas trouvé d'endroit pour travailler. Et puis, il faut les aider. Donc, vous pensez qu'on peut véritablement mettre en place une politique de lutte contre le trafic de drogue, donc le trafic de produits illicites, et contre la circulation des armes à la Martinique? Dire que ça va s'arrêter. Le major qui a son pistolet ne va pas le remettre. Hein. Ça, c'est sûr. Bougadi, il a poche derrière, c'est ça qui a fait mon respecter et riboli. Maintenant, il y a des jeunes qui arrivent et qui ont envie de s'en sortir. Il y en a qui font des cures. Hein. Allez à l'hôpital, vous allez voir, il y a des jeunes là qui sont là pour faire des cures.
des jeunes de bonne volonté qui veulent s'en sortir. Eh bien, écoutez, il faut les aider. Parce que ça sert à quoi? Qu'il s'en sort, et puis il n'a pas de job demain matin. Il ne va pas retomber? Il ne va pas replonger? C'est mentir aux jeunes de dire que les 60% des jeunes qui ne bossent pas, on va leur donner du travail. Il faut de la vérité aux gens. Pas ni travail pour tout le monde. La Martinique n'est pas élastique. Mais on peut se mettre autour d'une table et discuter. Et se dire, bon voilà, quand je dis dans un point, soulever une proposition, que la Martinique a un passé négrier qui est inconnu, c'est vrai. Parce que si on fait des choses avec les jeunes, on leur dit, bon, faites ça, et vous allez vous en occuper. Et puis, ils vont s'en occuper. Hein. Mais il faut qu'il y ait un salaire. Vous voyez? Un touriste arrive à l'aéroport, la Martinique a un passé négrier, personne n'est au courant. Qu'est-ce que vous voyez quand vous avez à l'aéroport? Vous avez quelques photos de Césaire, et puis c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas un statut, un monument disant, bon voilà, ici, nous sommes dans telle commune de la Martinique, et il y a eu un passé ici, et voilà, la Martinique a subi de telle année à telle année un passé négrier. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous avez, quand le touriste arrive, il ne voit rien du tout. Et pourquoi on ne peut pas mettre des monuments, des souvenirs de l'esclavage, avec des panneaux solaires pour éclairer toute la nuit, et puis des jeunes qui s'en occupent? Et ça, c'est important. C'est important. Et nous croyons effectivement qu'on peut sortir des milliers de jeunes dans la situation d'abandon. Bon, c'est l'heure, je crois, de clôturer. On va finir avec un petit exercice des mots. On vous soumet des mots et on vous demande de réagir assez rapidement. D'accord. Alors, vous pouvez réagir par un autre mot ou bien par une petite explication. Je vous dis Caraïbes. Oui, la Caraïbe, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Nous sommes caribéens d'adoption. Et puis, voilà, la Caraïbe, c'est pour moi, on ne peut pas vivre sans la Caraïbe. Mais pas dépenser des millions dans la Caraïbe, comme par exemple 2 millions de la Caraïbe. Il faut aider la Caraïbe, mais il faut qu'on s'entraide entre nous. Bon, vous avez dit que la Martinique n'était pas élastique. Est-ce que la Caraïbe, ce ne serait pas justement l'élasticité qui manque à la Martinique? Je ne pense pas qu'un jeune Martiniquais issu de la culture française a des chances dans la Caraïbe. Il faut les lever bonnet. Donc, je pense que oui, on peut avoir des gens, mais ils ne sont pas nombreux. Ceux qui partent dans la Caraïbe pour travailler, ce ne sont pas des milliers de Martiniquais. Abstention. Je suis contre ce mot-là. Je me dis, quand on s'abstient, on dit ni oui ni non. Je ne suis pas si l'on veut la pour le pencher. Il faut dire oui ou non. Moi, je pense que les gens qui ne veulent pas aller voter disent aux autres, eh bien, vous êtes déjà là, restez là et continuez comme ça. Non, je ne sais pas écrire ce mot-là, abstention. Catastrophe. La Martinique n'est pas prête aujourd'hui à un coup vini, comme on dit, parce que nous avons l'aéroport du Lamentin, et vous savez, l'aéroport du Lamentin est situé au niveau de la mer, et si demain matin on a un tsunami, malheureusement, on n'a pas d'autre aéroport. Il faut construire notre aéroport dans les hauteurs. C'est indispensable. Et personne ne l'a dit jusqu'à aujourd'hui. Nous disons qu'il faut construire notre aéroport en cas de problème pour qu'on puisse même faire atterrir les avions sanitaires. France. Je suis français par obligation, caribéen d'adoption et martiniquais de source. Alors, oui, on peut avoir la France. Je ne suis pas contre qu'on est français. Je suis pour un drapeau martiniquais, mais il faut faire un référendum pour demander aux Martiniquais, voulez-vous d'un drapeau martiniquais à côté du drapeau de la France? S'ils disent oui, à ce moment-là, faire un appel d'offres, voir avec les jeunes artistes que nous avons pour nous donner les couleurs du drapeau. Pas obligation de donner un drapeau, dire bon voilà, nous avons un drapeau, demandez au peuple s'ils veulent un drapeau. S'ils sont d'accord, pourquoi pas mettre le drapeau à côté du drapeau de la France? C'est pourquoi? Parce que quand on va au Caristagens, il nous faut un drapeau martiniquais. On ne va pas aller avec le drapeau français. Donc il faut simplement poser la question aux Martiniquais, vous leur dites, voulez-vous de ça? S'ils sont d'accord, à ce moment-là, voir les couleurs, mais faire ça toute démocratie. Ça fait partie des propositions. Absolument, c'est le dernier point. C'est la 21e. Le 21e, d'accord. Faire un référendum pour... Bon, le dernier mot, pouvoir. C'est ça qui nous amène dans cet état-là, Martinique. Le pouvoir. Il y en a qui ont été aux élections, le soir, ils n'ont pas eu le nombre d'élections, ils ont démissionné, tout de suite. Et moi, je dis que le pouvoir, c'est quelque chose il faut faire attention, parce que souvent, il y a des gens qui se sont mis dans la tête, je veux avoir la tête ou rien du tout.
je veux avoir le poste de commandeur ou rien du tout. Si je ne suis pas le commandeur, je ne reste pas là-dedans. Moi, si j'ai un siège ou 2 sièges demain matin, je vais siéger pour faire entendre la voix des plus pauvres, pour faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas de pension, pour faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas un logement décent. Et ça, c'est important pour nous de dire, quel que soit ce que les Martiniquais vont décider le 6 décembre, on va l'accepter parce qu'on a le message à faire passer pour leur sortir de cette misère qu'ils sont. Et quelle commission auriez-vous aimé intégrer? Social. Je parle du social. J'ai fait du social pendant plus de 30 ans. La commission sociale m'intéresse beaucoup et si jamais je suis leader matin, c'est pour justement sortir les jeunes dans la rue, mais aussi aider les personnes âgées. Bon. Merci. En tout cas, merci de nous avoir prêté attention, chers amis. Merci à vous, donc, Daniel Gourmand. Rappelle que vous êtes la tête de liste du mouvement des travailleurs et peuples sans voix. Donc, vous vous présentez à ces élections de Martinique. Me rappelle-t-on, mouvement des travailleurs et peuples sans voix de Martinique. Vous vous présentez donc à ces élections pour la collectivité territoriale de Martinique des 6 et 13 décembre prochains. Merci également, Dani, d'avoir animé cette émission en notre compagnie. Merci pour l'invitation et puis à notre invité. Et puis, je te laisse annoncer le prochain. Oui, la prochaine invitée sera une femme, c'est Francette Rosamond de la liste Martinique gagnante, donc samedi prochain sur les ondes de Radio Sud-Est. Merci également à l'équipe de Radio Sud-Est et de Watt TV. Je vous rappelle que vous verrez bientôt donc cet entretien sur Watt TV, sur www.wattv, WHATTV.tv et à bientôt. Opinion, un rendez-vous hebdomadaire le samedi entre 11h15 et 12h.